Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges savoir de Snare, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je suis de retour après plusieurs mois d'absence et pour une vidéo assez conséquente, vu qu'on va parler des adaptations du conte le plus long d'Andersen, La Reine des Neiges. J'ai déjà parlé longuement du conte sur la chaîne. Pour résumer très rapidement, ça parle d'amitié, de passage de l'enfance à l'âge adulte, donc d'adolescence, et même de problèmes liés au genre. Voir ma vidéo sur le sujet. Du coup, je pense qu'on peut passer directement aux adaptations, et j'en ai pas vu une, ni deux, mais trois, et il y en a eu plus. J'ai vu trois films animés inspirés du conte. On y va! Squalala! Nous sommes partis! Le premier d'entre eux, c'est le film soviétique de 1957, réalisé par Lev Atamanov et la Soyouz Multefilm. Elle a sorti en 1957 en URSS, mais seulement dans les années 80 en Occident. Le film dure 64 minutes, ce qui est déjà un long métrage pour l'époque. D'ailleurs, l'animation est très correcte. Ce qui prouve que la Soyouz Multefilm était quand même un grand studio d'animation, et c'est pour ça qu'il sera encore diffusable en Occident 30 ans après sa sortie. Notons qu'en 1966, un film sort également en URSS, un film avec des acteurs en chair et en os, mais je ne l'ai pas vu. Donc on parle que des adaptations en films d'animation que j'ai vues. C'est l'adaptation la plus fidèle des trois, la plus fidèle au conte, à un gros détail près, il fallait virer le diable. Ah oui, en URSS, on pouvait enlever le côté chrétien du conte. Donc la Reine des Neiges est plus active, plus maléfique que dans le conte. En effet, c'est elle qui brise le miroir, préalablement maudit, pour punir Kai de son insolence. Ça fait tout drôle à la fin quand elle laisse Kai et Gerda partir, avant vaincue, alors qu'elle s'est comportée comme une pourriture le reste du temps. Dans le conte, le casse-tête, formé le mot éternité avec un morceau de glace, c'est un moyen de vérifier si Kai est encore vivant, ou s'il va mourir à force d'échouer. La Reine des Neiges rappelant la déesse scandinave Bertha, chargée des âmes des enfants défunts. Andersen mélangeait christianisme et mythologie sans hésiter. Comme Kai est libéré de la malédiction, il est vivant et peut donc partir. Mais à part ce détail me faisant tiquer, vu que pourquoi elle le laisse partir, il n'y a pas la raison qu'il y a dans le conte, c'est un très bon film. L'animation est vraiment propre, les dessins sont beaux, et la plupart des personnages sont réussis. Mention spéciale à la petite fille des brigands. Au départ gamine cruelle, elle mûrit au contact de Gerda. Et je trouve qu'ils ont magnifié ce personnage. Et donc, ça donne tort aux gens qui pensent que ce personnage n'est pas adaptable dans un film qui s'adresse avant tout à des enfants. Voyez ce film. Il est gratuit sur YouTube en plus. Et vous verrez combien on peut adapter de belle manière la petite fille des brigands. Et Gerda est aussi assez formidable dans ce film. Donc voilà, très bon film, très beau film. Rappelez-vous qu'il date de 57. Et donc ça demandait des moyens humains, matériels, de réaliser un film aussi propre à cette époque-là. Partie 2, le film russe de 2012. Alors oui, on fait un saut dans le temps et on arrive à The Snow Queen. Alors les Russes, ils aiment décidément beaucoup cette histoire et cette adaptation est très libre et je dois avouer assez pénible et je pèse mes mots. J'ai souffert devant ce film. Le pire des trois dont on va parler, de loin. Donc, Gerda, c'est une orpheline, ce qui n'est pas le cas dans le conte, où les parents sont absents probablement à cause de la charge de travail qui leur incombe, à l'instar de ceux d'Andersen lui-même. N'oublions pas que Kai et Gerda sont des prolétaires. Cette dernière le rappelle à la petite brigande dans le dessin animé de 57 d'ailleurs. Je ne suis pas une princesse, je suis une petite fille comme toi, etc. Donc dans The Snow Queen, Gerda, c'est la sœur aînée de Kai, et les deux ont été séparés. Elle a 16 ans et lui 13. Elle le retrouve, puis immédiatement après, il est enlevé par la Reine des Neiges car elle est sensible à la magie dont elle souhaite avoir le monopole. Là encore, la Dame des Neiges est cruelle, elle a imposé l'hiver partout et tout le temps, toute l'année, tout le temps l'hiver. Bon, on est très loin du conte. La dévotion de Gerda ne s'explique plus par une longue amitié d'enfance, mais par un lien biologique. Elle le connaît à peine, son frère. Elle montre du courage dès le début, ce qui fait perdre l'idée de monter en puissance au fur et à mesure qu'elle devient une femme. Le conte se déroule
sur plus d'1 an à partir de l'enlèvement de Kai. Le film sur quelques jours. Donc Gerda, elle possède une Hermine, mascotte de l'histoire, pas énervante, hein, ça va l'Hermine, contrairement au compagnon de route, le troll. Le troll est insupportable et c'est presque lui, le personnage principal du film. C'est lui qui est lâche au début, soumis à la Reine des Neiges, et qui apprend le courage petit à petit jusqu'à être badass lors de l'affrontement final. Les personnages secondaires n'ont aucune poésie. La vieille dame seule qui voulait que Gerda reste une enfant devient une méchante pingre. Le prince et la princesse sont grotesques et en conflit avec leur père. Ce ne serait plus un couple, sinon ce serait de l'inceste. Les brigands, au contraire, deviennent de sympathiques pirates sans aucun intérêt. La petite fille des brigands ne sert à rien. Bon, bref, Gerda n'apprend rien des diverses épreuves. Quant au troll, seule la visite de la grotte où vivait sa tribu disparue et l'affrontement final lui sont vraiment utiles. Donc beaucoup de scènes inutiles, beaucoup de scènes qui massacrent, qui sont inspirées vite fait du conte, mais c'est un massacre. Vraiment pénible, pénible, pénible. Gerda libère la Reine des Neiges de son propre mal. C'est une gamine maudite en quelque sorte. Elle lui fait un câlin. Elle est plus maudite. Fin du film. Vous allez me dire, et Kai? Juste une victime, le petit Kai. Aucune évolution, aucune réflexion sur sa crise d'ado, qui n'a même pas. Et il reste tendre et gentil tout le long. Du coup, bilan. Ce film est énervant et surtout, il est laid. Il est vraiment moche à un point. Il a plusieurs suites, mais hors de question de continuer cette torture. Alors, c'est un film en images de synthèse, et elle n'est pas maîtrisée totalement, je dirais. Non, je trouve laid. Donc, troisième partie, Frozen de Disney. Alors oui, je l'appelle Frozen. Il est sorti en 2013, un an après The Snow Queen. Et pourquoi je l'appelle ainsi dans son titre anglais? Parce que c'est le choix des artistes de faire un titre différent de celui du conte. Et moi, je pense que ce choix est important, car les auteurs ont fait une adaptation très libre du conte et l'assument, ce qui est plutôt bien. C'est pour la même raison que l'adaptation Notre-Dame de Paris de Disney s'appelle Le Bossu de Notre-Dame. Le titre choisi pour la sortie en France est donc une erreur à mes yeux. D'ailleurs, une adaptation libre, ça peut marcher. Hein. Les meilleurs films adaptés d'Andersen que j'ai vus sont Le Roi et l'Oiseau et Pogno sur la falaise, qui s'éloignent énormément du conte et dont le titre diffère également. Dans Frozen, on suit deux sœurs biologiques qui ne sont plus des prolos, mais des princesses. On est chez Disney, faut des princesses. L'aînée, c'est Elsa. Elle a un pouvoir magique secret lié à la glace. Et la cadette, c'est Anna. Elle n'a pas de tel pouvoir. Elles ont un âge proche et situé entre 15 et 18 ans, mais en fait, c'est pas dit. On va dire des post-ados, des jeunes adultes, j'en sais rien. Plus de 15 ans, c'est sûr. Elsa est très froide, puis suite à une utilisation non contrôlée de ses pouvoirs, elle gèle la ville. D'où le titre de gelée de Frozen. Elle va s'isoler dans un palais de glace. Cette utilisation fait suite à l'annonce d'un mariage entre Anna et un prince Hans qu'elle vient de rencontrer. Donc évidemment, Elsa s'énerve parce qu'on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Parole sensée, j'ai envie de dire. Anna va essayer de revenir vers elle, mais va subir un rejet dans un premier temps. Et à cette occasion, Anna reçoit de la glace en plein cœur. Le prince Hans se révèle le méchant de l'histoire. On est chez Disney, il faut toujours un méchant. Et il veut tuer Elsa. Anna la sauve tout en se transformant en statue de glace. Elsa libère sa sœur et en quelque sorte elle-même, en pleurant et en serrant Anna gelée dans ses bras. Il va du coup se dégeler et encore le titre Frozen est très adapté. Donc voilà, c'est un résumé très succinct. Voyez le film si nécessaire et si vous le souhaitez. Il y a des points négatifs dans ce film, mais globalement ça va. On a échappé au pire. Hein. Le pire, c'était avant. C'était The Snow Queen des Russes de 2012. Tout d'abord, les chansons peuvent rebuter un certain nombre de spectateurs dans les points négatifs. Hein. Ensuite, je trouve Olaf, le bonhomme de neige, très 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 énervant. C'est un peu le troll. Le troll de The Snow Queen, c'est Olaf dans Frozen. Même combat, j'ai envie de dire, un personnage agaçant. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, je le sais bien. Alors, il y avait une mascotte pourtant amusante avec le renne Sven. Voilà.
Ensuite, Anna n'a pas le même parcours que Gerda. Elle est aidée par un homme, Christophe, alors que la grande majorité des personnages du conte sont féminins. Alors, ça fait râler certains blogs féministes, mais on peut comprendre pourquoi. Cependant, il y a de nombreux points positifs. Les auteurs du film ont compris une bonne partie du conte, et on retrouve notamment une réflexion à propos de l'adolescence et sur la relation liant les deux sœurs. Anna remplace Gerda, c'est une bonne vivante, comme le personnage original du conte, qui, je rappelle, Gerda aime la nourriture, les contes et les fleurs. Elle apprend quelque chose au cours du film, ici non pas le courage, mais le fait d'être moins naïve, de ne pas faire confiance au premier venu. Elsa remplace Kai, et non pas la Reine des Neiges. Elsa n'est pas la Reine des Neiges, elle a le même parcours que Kai, il est symbolisé comme suit. Enfant, elle maîtrise ses pouvoirs pour jouer avec sa sœur jusqu'à ce qu'un incident ait lieu. Ensuite, adolescente, elle se montre renfermée, sérieuse, elle cache ses pouvoirs. Dans le film, à la fin de son adolescence, elle libère, délivre ses pouvoirs et se montre égoïste. Elle est encore plus repliée sur elle-même, enfermée dans son palais, à la manière de Kai. À la fin du film, elle se libère en pleurant, comme Kai, maîtrise ses pouvoirs et devient adulte, un mélange de l'enfant qu'elle était, elle sait s'amuser à nouveau, et de l'adolescente. Elle reste sérieuse car elle est appelée à régner. D'ailleurs, Elsa est sans doute de loin le personnage le plus réussi de ce film. Ce qui est amusant, c'est que nombre de spectateurs lui ont trouvé des traits vus comme masculins parce qu'elle est forte. Comme Kai, elle a des traits qu'on rattache aux deux genres, et c'est normal. D'ailleurs, les personnes qui voulaient faire un personnage lesbienne, et j'ai un petit questionnement là-dessus, c'est est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la personnalité du personnage et la façon dont sa personnalité correspond ou pas aux attentes du genre féminin par la société et l'orientation sexuelle. Je vous laisse vous interroger à ce sujet. Mais c'est deux choses différentes, hein, la personnalité d'une personne et son orientation sexuelle. Faites attention. J'ai fait un petit tableau résumé des parallèles possibles entre le conte et le film. Je vais l'incruster dans la vidéo. Donc Kai, c'est Elsa, c'est l'adolescent en souffrance. Gerda, c'est Anna, c'est la sœur dévouée. Chandersen, ce n'est pas une sœur biologique. Et l'hiver, le royaume gelé. Hein, c'est l'adolescence pour les deux personnages. Le miroir démoniaque n'est plus nécessaire, il y a les pouvoirs incontrôlables d'Elsa, ses difficultés liées à l'adolescence, la Reine des Neiges et son palais, la montagne et le palais de glace d'Elsa, hein, c'est le refuge de l'ado en souffrance, les épreuves de Gerda, le cœur gelé et la déception amoureuse d'Anna, c'est la confrontation de l'héroïne au monde réel qui la pousse à grandir. Les personnages qui aident Gerda, Christophe, Sven et Olaf chez Disney, c'est les personnes touchées par la détermination de l'héroïne qui vont l'aider. Le sauvetage de Kai par Gerda, le sauvetage d'Elsa par Anna, c'est l'accomplissement de l'héroïne qui devient une jeune femme. Kai qui perd les morceaux de miroir, Elsa pleurant sa sœur, la fin de l'adolescence pour Kai ou Elsa. Et le printemps, la scène de la patinoire dans le film, c'est l'âge adulte, être soi-même et garder une part d'enfance. On voit qu'il est sur le thème de l'adolescence et de la relation frère-sœur ou sœur-sœur, il y a beaucoup de points communs, même s'il y a des choses comme la questionnement sur les genres qui disparaît du film de Disney. En résumé, les graphismes sont plutôt beaux, l'histoire est correcte, c'est un bon film, mais qui à mes yeux n'appelle aucune suite. Alors pourquoi? Parce que c'est une très bonne fin, la fin, avec la scène de la patinoire, où elles deviennent adultes, les filles, de jeunes adultes, accomplis bien dans leur peau, et ben voilà, la réflexion sur l'adolescence, elle est bouclée, la thématique centrale du conte, elle est bouclée, elle est traitée, c'est fini, salut. Et ben non, il y a un 2, et je l'ai vu. Alors, j'ai pas envie d'en parler longuement, parce qu'on retrouve rien, mais vraiment rien, du conte. Mais alors, tous les points négatifs du premier film, les chansons qui peuvent énerver, le bonhomme de neige, Olaf, c'est x10, x100, c'est horrible. Olaf, c'est le personnage principal du 2 quasiment. Il est là tout le long, il nous parle en plus de la mémoire de l'eau, qui est magique dans le film Frozen 2, mais c'est pas sans rappeler la pseudo-science mémoire de l'eau, donc ça me pose un problème. Et ben, il est horrible. Il est horrible, j'ai vraiment passé un très mauvais moment, et je sais pas
Entre Frozen 2 et The Snow Queen, le pire moment que j'ai passé, je ne sais pas trancher. Mais le renne n'est plus là, quasiment. Bref, au moins les personnages masculins, à part le bonhomme de neige, sont moins importants. Les deux sœurs prennent beaucoup de place, c'est bien, mais il y a deux, trois bonnes idées, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur pour moi de regarder Frozen 2, c'est douloureux. Voilà. Mais ça, c'est un avis purement, évidemment, personnel. De toute façon, on s'en fout un peu parce que c'est même pas une adaptation d'Andersen, c'est une suite d'une adaptation libre, inspirée du conte. On a vu quand même, il y avait des points communs. Et voilà. C'est le un, pourquoi pas? Le 2, non. Ils auraient non, c'est juste non. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des adaptations que j'ai vues. Ma préférée, évidemment, La Reine des Neiges de 1957 par Lev Atamanov. Le moins bon est évidemment The Snow Queen de 2012, fait également par des Russes, mais beaucoup moins bon. Voilà, et entre les deux, mais plus vers le bien que le pas bien quand même, il y a Frozen de Disney. Franchement, je m'attendais à pire. C'est peut-être pour ça, hein. Vous savez, j'étais gentil avec Pussy Nut Dance Blues alors que les chansons sont absolument gênantes. J'étais gentil avec le film parce que je sortais justement de Frozen 2 où j'avais souffert. Donc voilà, et qu'il a des vraies qualités, notamment le moment de la taupe et de la souris reste excellent. C'est à peu près tout sur ces adaptations. Et nous reparlerons de contes, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai pas explorées, notamment toute la partie irrévérencieuse, les contes irrévérencieux d'Andersen, les contes qui n'ont pas trop de morale, les contes où les personnages font de ces trucs. Je vous jure, hein, il y a des choses, mes cheveux se rebellent. Et il y a des choses surprenantes dans certains contes d'Andersen et j'aimerais bien traiter ce sujet. J'ai d'autres choses dans ma besace et puis voilà. Donc, on n'en a pas fini sur les contes et on parlera pas que d'Andersen, hein. Je pense explorer plus la comparaison, les différences entre contes de fées, c'est quoi un conte de fées classique, c'est quoi, parler de Perrault et de Grimm, peut-être lire un peu du Perrault et de Grimm un peu plus et comparer. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est au moins la troisième fois que je le dis. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À très vite.